On entend souvent dire qu'un rêve est difficile à réaliser, surtout lorsqu'il demande de changer complètement de vie. Pourtant, certaines personnes osent suivre leurs convictions et transformer leurs projets en réalité. C'est le cas de Madeleine Rodiger qui, avec sa famille, a créé un sanctuaire animalier au cœur de son exploitation, Terre de Rêve. Grâce à ça, ils offrent une seconde chance à des animaux en difficulté. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionne ce lieu unique, les animaux qui y vivent et les projets qui l'animent. Bonjour Madeleine. Bonjour. Avant de créer Terre de Rêve, vous travaillez dans le management et la gestion d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer complètement de vie ? Les événements de la vie, parfois effectivement ça bouscule un peu et on remet beaucoup de choses en question sur nos fondements et sur nos priorités et sur ce qu'on a envie effectivement de transmettre à nos enfants. L'objectif c'était vraiment de recréer un monde. Le monde qui nous était proposé aujourd'hui au niveau de la société nous convenait pas et l'idée c'était vraiment de recréer notre propre espace, notre propre oasis de vie dans lesquels on pouvait effectivement retrouver un équilibre et une harmonie aussi bien au niveau du règne animal que du règne végétal. Votre fille a traversé 2 cancers. En quoi cette épreuve a-t-elle changé votre façon de voir la vie ? Alors là, au niveau de la manière dont on peut percevoir la vie, c'est vraiment de savourer chaque instant, chaque moment, parce qu'on peut se dire qu'à tout moment, tout peut basculer. Ça remet beaucoup de choses en question. Parfois, on peut se noyer dans des objectifs professionnels en se disant que la réussite, finalement, c'est d'avoir le plus haut diplôme ou d'avoir la meilleure place possible, etc. Et là, en fait, ça nous fait relativiser sur beaucoup de choses. C'est des épreuves de vie qui sont uniques, qui sont hyper tristes et en même temps, sans ça, on n'aurait jamais pu avancer comme on l'a fait. Terre de Rêve représentait quoi pour vous à l'origine et pourquoi avoir décidé de transformer ce lieu en sanctuaire animalier ? Terre de Rêve, c'est la terre que tout le monde pourrait avoir. Elle représente un espace de vie où chaque être peut trouver sa place, quel qu'il soit. Pourquoi transformer ce lieu en sanctuaire ? Parce que, en fait, on était arrivé au bout du système de l'élevage, que pour nous, la relation avec l'animal, elle allait au-delà et on était prêt, en fait, à accueillir des animaux qui avaient une histoire de vie un peu difficile à cause de l'humain. Qu'est-ce qui différencie un sanctuaire animalier d'une ferme ou d'un refuge classique ? Dans une ferme, généralement, on fait l'amalgame avec l'exploitation agricole et dans le mot exploitation, en fait, au niveau de l'étymologie, on a quand même beaucoup d'indications. Refuge ou sanctuaire, c'est la même chose. Simplement, le sanctuaire, c'est vraiment un lieu de quiétude, souvent qui fait référence, en fait, aux hôpitaux où vraiment on peut se reposer, on peut se réparer et on peut se ressourcer. Comment les animaux arrivent-ils jusqu'à vous et dans quel état sont-ils généralement lorsqu'ils sont accueillis au sanctuaire ? Alors les animaux, ils arrivent par le biais de fondations avec lesquelles on travaille, notamment l'OABA. Et donc c'est vraiment eux qui font les sauvetages, qui nous placent les animaux à partir du moment où ils sont transportables. Ça a été le cas de Franck et Marguerite, ces 2 ânes qu'on a accueillis cet automne et qui n'étaient pas transportables immédiatement. Donc ils ont fait une halte avant de rejoindre la ferme. Pour le moment, on démarre. Ça fait que depuis cette année que le sanctuaire est créé. On n'a pas non plus eu des cas vraiment extrêmes. C'était beaucoup d'animaux qui ont eu de la maltraitance sur le long terme ou qui ont été saisis par la justice. Donc c'est vrai que c'est des procédures qui sont assez longues et donc du coup les animaux restent encore dans leur environnement où il y a de la maltraitance. Certains animaux ont-ils peur des humains lorsqu'ils arrivent ? Comment gagnez-vous leur confiance ? La confiance, elle est comme pour nous, elle se gagne sur le long terme en se montrant juste, patient. Certains portent effectivement la trace encore de la main de l'homme. Je pense à Franck qui est aussi un âne qu'on a accueilli et lorsqu'on approche la main un peu trop près du visage, il a encore ce réflexe de reculer la tête. C'est petit à petit. Et là, on a un bélier aussi qu'on a accueilli à la ferme qui est resté plus de 2 mois en fait en liberté. La présence de l'humain, il connaît pas du tout. C'est quelque chose qui lui fait peur, donc il faut encore parce qu'il est encore en observation, tous les jours, tisser un lien de confiance et ça met du temps. Comment faites-vous ? Pour créer un lien de confiance, il n'y a pas de technique. Par contre, c'est vraiment une relation de cœur à cœur, c'est un respect mutuel, c'est une présence régulière, c'est accepter que l'animal peut-être n'est pas prêt au moment où on y va, c'est tout doucement et petit à petit tisser un lien physique de contact. Poser une main, prendre une brosse, lui brosser les poils, rester vraiment dans un contact hyper respectueux et accepter que pour lui ça soit pas le moment et qu'il puisse s'en aller, tourner le dos. C'est de l'observation et c'est le respect de l'être en fait qui est en face de nous. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'un animal qui vous a particulièrement marqué ?
Un des derniers qui est arrivé au sanctuaire, il a été prénommé Zorro, mais nous on l'appelle Zozo. C'est un petit cochon en fait qui a été volé dans une ferme, un élevage intensif. Ses frères et sœurs ont été retrouvés, mais lui en fait il a erré plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur un parking de supermarché. Lui, il a vraiment pardonné à l'humain tout ce qu'il a pu subir, déjà dans cet élevage intensif, et puis dans les jours et les semaines où il a été livré à lui-même. C'est un animal qui est plein de joie, plein de vie et qui donne en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que malgré leur histoire, ils sont vraiment dans le don et ils pardonnent beaucoup plus facilement que nous, en tant qu'humains, on peut pardonner à quelqu'un avec qui on peut avoir des griefs ou qui a pu faire une remarque. On a beaucoup à apprendre des animaux. Que deviennent les animaux après leur arrivée ? Après leur arrivée, généralement, il y a une période un peu de quarantaine où l'animal il est un peu isolé. Généralement, on le rentre en bergerie parce qu'en bergerie, c'est là où il y a tous les autres animaux. Et ça nous permet de l'observer, de voir aussi comment il interagit avec les autres. Souvent, on a par exemple les chiens, les chats qui viennent aussi le saluer ou d'autres animaux en fonction de l'endroit où il se trouve et des contacts qu'il peut avoir avec les autres animaux. Donc en fait, c'est vraiment de l'observation. C'est pas un isolement où il voit rien et ni personne. C'est un temps de remise en sécurité. Et puis, on fait les soins nécessaires, on fait les prélèvements nécessaires parce que parfois, il peut y avoir aussi des maladies. Il peut y avoir des traitements à faire avant que l'animal puisse intégrer le troupeau ou en tout cas rejoindre un parc à l'extérieur. Vous travaillez en famille. Quels sont les avantages et les difficultés de cette organisation ? Les avantages, c'est que on se connaît par cœur. L'inconvénient, c'est la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Souvent, les conversations peuvent tourner beaucoup sur les tâches de la journée. C'est difficile de couper avec ce qui se passe au boulot parce qu'en fait, c'est à la fois sur le lieu et puis en même temps, c'est les mêmes personnes. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé de moment où on dit stop, on arrête de parler de la ferme, on baigne dedans, on vit dedans, c'est du non-stop. C'est agréable et en même temps, des fois, c'est un peu trop. Comment vos enfants ont-ils vécu ce changement de vie ? On a 2 enfants et les 2 ont vécu les choses complètement différemment. Quand on est arrivé sur le lieu, déjà on a fait 1 an de caravane parce qu'il n'y avait rien qui était viable, ne pouvait accueillir les animaux, donc on était à 4 dans une immense caravane. Première épreuve, il a fallu sélectionner tout ce qui était utile, enfin qui paraissait utile, et donc ils se sont retrouvés dans une pièce, ça faisait même pas 2 mètres carrés, avec une caisse de jeux et une caisse de vêtements. Donc là ils étaient au collège. Pour notre fils, c'était super, c'était hyper drôle. Lui, il était hyper investi, il se créait des jeux sur les bottes de paille avec ce qu'il trouvait. Il pouvait jouer de la musique, il faisait des sketchs. Par contre, pour notre fille, qui était un peu plus grande, c'était plus compliqué. Elle avait besoin de son espace, elle n'était pas trop en lien avec les animaux. Ça a été plus difficile, mais après ils ont grandi, ils ont compris ce qui leur avait été proposé à travers cette aventure et aujourd'hui par exemple notre fille elle est coprésidente du sanctuaire et puis notre fils lui il a pris la direction, il est mécanicien agricole, il aide beaucoup sur les travaux des champs. En fait aujourd'hui ça reste vraiment un plaisir et ils comprennent vraiment l'enjeu de tout ce qu'on leur a mis à disposition pour devenir demain autonomes, d'être libres. Ça c'est hyper important, la liberté d'être, de penser et surtout de faire. Ils nous ont vus enclavés dans un système en tant qu'esclaves du système et ils nous ont vus aussi en sortir. On leur a montré que c'était possible aussi de ne pas subir toujours ce qu'on nous proposait et qu'on avait le droit de choisir. Avec Terre de Rêve, vous proposez également des stages et des formations. Que peuvent y apprendre les visiteurs et quel type de public accueillez-vous le plus souvent ? Le plus souvent, ça reste quand même des adultes. Après, on ouvre sur devenez soigneur le temps d'un matin. Donc là, ça s'adresse aux petits, aux grands, aux ados. Tout le monde y trouve sa place. On a des stages qui sont de découverte. On fait découvrir le monde des plantes, le monde des animaux, vraiment la relation et le lieu. Et puis, on a des formations qui sont un peu plus poussées, où là, l'idée, c'est que les gens, quand ils sont aussi sur des réflexions de changement de métier, de changement de vie, ils peuvent aussi trouver le contenu qui est adéquat par rapport à leur moment. L'idée de ces formations-là, c'est que chacun puisse repartir avec ses propres outils et leur propre autonomie. C'est ne pas être dépendant, encore une fois, des uns, des autres ou de ce qui est proposé, c'est de redevenir autonome dans la reconnaissance des plantes, dans comment faire un jardin, dans l'électricité, et de créer son propre écosystème. Quels sont aujourd'hui vos plus grands projets pour l'avenir de Terre de Rêve ?
Aujourd'hui, c'est de créer des habitats qui sont autonomes et qui sont authentiques et qui démontrent qu'on peut vivre différemment dans des plus petites surfaces et parfaitement intégrés à la nature. L'autre projet, c'est vraiment l'autonomie alimentaire avec la création de serres sous terre qu'on appelle des serres Walapini qui permettent effectivement de garantir une température stable toute l'année et de pas être dépendant en fait des aléas climatiques et de pousser vraiment l'autonomie sur la gestion de l'eau. Alors là, vous êtes encore jeune. Il y a eu des urgences, tant sur des denrées qui normalement seront accessibles à tout le monde et demain, on n'en est pas certain. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper un maximum sur des choses qui peuvent paraître accessibles quand on ouvre le robinet, quand on se prend une douche, etc. mais qui demain deviendront peut-être difficiles d'accès. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui souhaitent elles aussi réaliser un projet qui leur tient à cœur ? Eh ben, allez-y, foncez. Attendez pas d'être à la retraite pour le faire, parce que c'est bien souvent le discours qu'on entend. Mais en tout cas, apprenez à vous écouter, à écouter ce qui résonne juste en vous, et surtout de ne pas hésiter. De pas hésiter, même si tout le monde vous décourage, même si tout le monde vous dit de pas y aller. Si vous sentez que c'est juste, eh ben, foncez. Nous remercions chaleureusement Madeleine Rodiger d'être venue partager son expérience avec nous. À travers son témoignage, nous avons découvert qu'il est possible de transformer une épreuve en projet de vie et de mettre ses convictions au service des autres, qu'ils soient humains ou animaux. Cette émission a été réalisée par les élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.